Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la 5e de couve, le podcast de débat autour du manga qui entame aujourd'hui sa 9e saison. Une saison qui devrait vivre quelques rebondissements en termes d'organisation, mais on vous racontera ça quand les choses auront un peu plus avancé. Le sujet aujourd'hui, c'est la rentrée. Oui, c'est parti pour une petite quarantaine d'épisodes, donc nous revoilà, et impossible de ne pas entamer cette rentrée sans consacrer l'émission à l'événement du monde du manga de ce mois de septembre, la série live One Piece. On aurait clairement pu esquiver le sujet, hein. Je vous le dis, tout le monde en parle. Qu'est-ce qu'on va dire de plus que les centaines de vidéos et les centaines d'articles déjà existants? Mais en réalité, au bout d'un moment, on avait envie de regarder, on a eu envie d'en parler, et quand on a eu une envie, eh bien, on y succombe. C'était pas gagné en plus, hein, parce qu'au début, je pense qu'aucun de nous ne croyait vraiment à ce projet. Le taux d'intérêt était, on va dire, fluctuant selon les membres de l'équipe, selon les images aussi. Puis il y a eu en plus cette bande-annonce qui a hypnotisé Cagnard. Tu l'as regardé combien de fois, la première grande bande-annonce? Bah franchement, sans mentir, je crois que je l'ai regardé une dizaine de fois. Et je voulais envoyer, en plus je vous commentais le truc en même temps. Et il y avait vraiment un côté hypnotisant. Et c'était pas genre j'avais rien d'autre à faire de ma journée, tu vois. Mais si tu l'as regardé pour rire, pour te moquer, parce que moi je l'ai vu la première fois, j'ai eu un, deux, trois petits rires, genre. Ben en fait c'est ça qui était tellement perturbant. Et tu sais moi quand il y a un truc que je comprends pas, j'ai tendance à le remater pour comprendre en fait pourquoi je suis vraiment fasciné par ça. Et là il y avait un côté où évidemment je me moquais un petit peu. Non, je me moquais carrément quand j'ai vu les visuels, tu vois. Quand je vois le visuel de Shanks, de Kobe, je me dis mais putain qu'est-ce qui se passe devant moi. Et en même temps je capte le souffle épique de la bande-annonce. Et je me dis tiens c'est marrant parce que avant ça on a vu le logo tout seul, le casting tout seul, on a vu plein d'éléments tout seul et plein d'éléments qui nous donnaient envie et qui nous permettaient de nous moquer. Ou pas. Et bah non, tout le monde se moquait au début quand même, hein, faut être honnête. De toutes les réactions que je voyais, tout le monde se moquait. Et là, sur la fin, on a tout qui est mis ensemble et ça va de toute façon être beaucoup ce que je vais dire dans cette émission. Bah, tout mis ensemble, en fait, il y avait un souffle épique qui me donnait envie d'y croire et qui me redonnait des sensations un peu du manga. Alors la 5e de couve fait sa rentrée tout en piraterie, vous l'avez compris. Générique. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... La 5e de couve, c'est le seul podcast où tous ensemble nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer la série live One Piece. Pour participer à cette émission, celui qui est armé de son cartable de 18 kilos, sauf quand il oublie ses affaires, c'est Cagnard. Salut Cagnard. Salut Max. Ça va, t'as allégé ton cartable cette année? Oui, j'ai relu tout One Piece jusqu'à la fin de Crocodile pendant les vacances. À cause de toi d'ailleurs. Ça fera ça de moins importé, effectivement. Oui, c'est vrai que c'est à cause de moi. Et je lui ai rien dit en plus. Sur un accident. Elle a rempli tous ses cahiers de vacances, si bien qu'elle était en avance pour la rentrée. Salut Julie. Salut, bonne rentrée à tous. Et lui, il est arrivé totalement fatigué de ses vacances qu'il a envie de repartir. Salut Robin. Salut. J'ai oublié mon cartable d'ailleurs. Non mais c'est ça, des fois on fait des vacances tellement actives qu'on rentre. J'en reprendrai bien un peu. Bah oui. Hein, ouais, ou alors je vais travailler pour me reposer. oui, dans c'est l'autre aussi. sens. Si vous découvrez cette émission, sachez que nous revenons chaque semaine avec une heure de podcast, parfois plus, rarement moins, pour parler de manga. Parfois nous proposons des émissions de recommandations de lecture, un peu catalogue, d'autres fois des analyses d'œuvres. Et puis cette semaine, voilà, c'est de l'opinion, c'est très subjectif. Donc si vous aimez ce qu'on fait, abonnez-vous, activez les notifications, visitez nos pages aussi sur les réseaux sociaux et allez faire un tour sur notre bon vieux petit blog. Un peu à l'ancienne, hein, la 5e de couve.fr. One Piece est donc à l'honneur cette semaine. One Piece donc, la série live en prise de vue réelle. Elle est arrivée sur la plateforme de SVOD Netflix le 31 août dernier. Depuis, quelques records ont été battus. La série a fait grand bruit dans les médias généralistes. Alors beaucoup en ont parlé, comment dire, comme quand on écrit un SMS avec des très gros doigts. C'est-à-dire Mais au moins ils en ont parlé, c'est le principal. Tu fais plein d'erreurs, tu sais, des fautes de frappe, des coquilles. C'est tu te relis pas, voilà, c'est l'enthousiasme. Un message que tu voulais pas envoyer Peut-être parce que t'étais bourré. Peut-être que le correcteur automatique a utilisé un autre mot que celui que tu voulais utiliser. Voilà, c'est ouais. Tu voulais
dire Naruto, t'as dit One Piece. Ça arrive, hein. Il y a eu énormément de clickbait aussi, d'appât à clic, hein, pour ne pas dire grand chose. Mais bref, ça reste donc l'événement de cette rentrée. Le manga le plus vendu au monde devient une série live. On n'y croyait pas, mais Matt Owens et Steven Maeda l'ont fait. Alors, en quelques mots, qu'est-ce qu'on en a pensé, hein, Robin, quel est ton premier avis express là en 2 minutes top chrono sur cette série? Alors j'ai trouvé ça pas génial, mais en même temps il y a un truc que j'arrive pas à expliquer qui m'a quand même poussé à regarder tous les épisodes et finalement j'ai quand même tout regardé avec un certain plaisir. Alors peut-être un plaisir coupable, j'en sais rien, mais en tout cas j'ai tout regardé de manière assez plaisante, mais je peux pas dire que j'ai vraiment kiffé. Peut-être qu'il y a ce truc un peu épique dont parlait Cagnard dans l'intro qui m'a poussé à essayer de prolonger mon visionnage, mais voilà. C'est mitigé quoi, globalement. Pas complètement satisfait, mais rassasié. Mais ouais, exactement, c'est ça. C'est comme ces trucs un peu au sucre, de pas très bonne qualité, tu les bouffes et en même temps tu t'es un peu coupable de les avoir bouffés. Bah fast food quoi. Voilà. Fast food. Un bon Burger King, McDo, Quick, mais un bon McChicken. Ouais voilà. Filet au fish. Ah non, le filet au fish, c'est Cowboy Bebop. C'est ça. Julie, en 2 minutes, qu'as-tu pensé globalement de cette série? Bah écoute, je pense que j'ai trouvé ça divertissant. J'en parlerai un peu plus tard, mais moi en plus pour une fois j'ai pu partager le visionnage avec mes enfants, et puis j'ai trouvé que moi j'en entendais rien, hein. J'étais pas partie pour regarder vraiment la série. Je suis pas une hyper fan du manga. Je pense qu'il faut le connaître parce que c'est de la culture générale. Mais voilà, j'avais pas beaucoup d'attentes. Mais vu le résultat, vu les retombées médiatiques et toute la culture même qui est en train de se développer suite à ça, je dis merci. C'était très très amusant. Mais tu sais, il y a souvent cette formule, j'en attendais rien, mais je suis quand même déçu. Mais là non. Je suis pas déçue. J'attendais d'en être déçu, donc du coup. Moi je me disais vraiment, allons-y, voyons, soyons ouverts d'esprit, et finalement tu t'amuses quand même bien, hein. Cagnard, était-ce épique? Qu'est-ce que tu as pensé de cette série? Alors, plutôt que de donner mon avis, je vais vous expliquer les conditions dans lesquelles je les ai regardées. J'ai regardé le premier épisode avec une personne qui n'aime pas spécialement le manga de base, qui connaît One Piece vraiment de loin, mais qui ne connaît pas l'histoire du tout. Alors on a commencé à regarder, on s'est beaucoup moqué, mais de manière bienveillante. C'était genre, ouais ok, ils essayent quand même et tout, c'est un peu mignon et tout. Et à la fin de l'épisode, en fait, elle m'a demandé si elle pouvait aller faire des travaux. Et je trouve que ça décrit vraiment à la perfection, tu vois, elle m'a demandé de la libérer. Elle m'aurait dit, est-ce que je peux aller faire une peine de prison s'il te plaît? Ça aurait été un peu la même chose, tu vois. Donc je l'ai libérée, je lui ai dit oui, vas-y, t'inquiète. Et moi j'ai continué, et malheureusement du coup, vu qu'il n'avait pas mon acolyte pour faire des blagues avec moi, j'ai commencé à me concentrer un peu trop sur la série. Et non, c'est cata. Pour moi c'est cata, ça va pas du tout. Moi j'ai pas été emballé follement, mais j'ai pas été repoussé non plus. C'est-à-dire que rien dans cette série m'a dit arrête tout de suite, j'en peux plus quoi. Alors que je suis un très très gros consommateur de séries télé, et je regarde les premiers épisodes de 80% de ce qui sort, et je suis abonné à 6 plateformes de SVOD. La drogue. Donc j'en regarde beaucoup et j'en arrête beaucoup plus que j'en suis. Et One Piece, je suis allé au bout. Et je suis pas allé au bout que pour cette émission. Je veux dire, j'ai eu quand même envie d'enchaîner. Alors peut-être que c'est une curiosité un peu malsaine que j'avais. Moi c'est exactement ce que j'allais dire. Moi c'est ça qui m'a poussé finalement. C'est pas le vent du large. En tout cas, c'est pas vraiment le vent du large. Je sais pas, j'ai envie de voir le verre à moitié plein avec cette série plus qu'à moitié vide. Mais c'est sûr qu'il n'est pas rempli le verre. Ça, c'est assez clair. Mais voilà, j'ai peut-être envie de le voir à moitié plein. Bon, on va voir ça dans cette émission. Elle est pour qui d'ailleurs cette série? Est-ce qu'elle est destinée aux fans de One Piece? Qu'est-ce que vous en dites? Oui et non. Je pense qu'elle est complètement destinée aux fans de One Piece, à nous, très clairement, vu le nombre de easter eggs qui disséminent un petit peu partout. Et en même temps, je pense qu'elle est complètement faite pour le grand public. Et de toute façon, moi j'ai pu le voir autour de moi, des gens qui clairement m'ont dit, après avoir regardé les premiers épisodes, ils n'ont pas trouvé la série géniale, mais par contre ça leur a beaucoup donné envie de commencer le manga ou l'animé.
Du coup, je pense qu'il y a vraiment un truc sur le grand public qui ne connaît pas du tout One Piece et qui du coup a juste entendu parler du phénomène One Piece, mais qui va avoir un premier, on va dire une première touche avec. J'ai testé ça. La personne qui à côté de moi ne connaissait pas du tout One Piece et qui a voulu commencer après à regarder les épisodes. Ouais. Donc, et ça a donné quoi du coup? Bah écoute, il a lu les 2-3 premiers chapitres. Alors je sais pas ce qu'il fait en français, mais ouais, pour ma part, je pense que c'est plutôt, en tout cas, destiné plutôt à un public jeune. Bah, moi, c'est le premier truc que je me suis dit quand j'ai vu les bandes annonces, quand j'ai vu le truc un petit peu comme ça, un peu cartoon, un peu cosplay. On en reparlera après, mais. Je me suis dit, ok, bah c'est dans les canons des trucs teenage de Disney. Tu sais, il y a plein de séries dont on n'entend jamais trop parler, mais qui marchent très bien sur Disney+. Je dirais même dans les cadrans de Netflix. Bah, oui, c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, après, je me disais, bah, attends, il y a des séries comme ça, un petit peu fantastiques, un peu fantasy, qui fonctionnent très bien sur Disney, uniquement sur un public cible super jeune, moins de 18, quoi. Et je pensais que cette série, elle allait être ça, sauf que je commence le premier épisode. Déjà, je check vite fait, je vois un 13+. Oui. Tiens, 13+. Étonnant. Hein. Étonnant, pour un truc aussi grand public que c'est censé être. 13+, c'est quand même beaucoup. Et je vois une tête exploser dans le premier épisode et je fais... C'est totalement en contradiction avec ce que je pensais. Et malgré tout, finalement... Ouais. Tu la vois pas tout à fait, elle est suggérée, mais il y a du sang quand même. Moi, pour le coup, je suis donc je n'ai pas été le parent idéal, le parent parfait, puisque j'ai visionné les 2 premiers épisodes en tout cas, avec des enfants qui n'ont pas 13 ans. Il y a toutes les animatrices maternelles là qui viennent de faire un infarctus. Ouais, je suis désolée. Mais elle connaissait déjà la série, elle. Donc, contrairement à son père. Donc, elle avait lu pratiquement jusqu'à Dressrosa, je crois. Donc, elle m'a dit, elle m'a pointé du doigt en disant, c'est pas comme ça. Ah, ils ont oublié tel perso, et ainsi de suite. Mais en même temps, elle était captivée, elle était dans le truc. Insupportable, quoi, genre. Et non, elle l'a pas fait systématiquement, mais elle se tournait vers moi en disant, mais pourquoi ils ont oublié tel personnage? Pourquoi ils ont pas mis? Et c'était mignon. Et à côté de ça, donc, alors, deuxième mea culpa, ma deuxième fille qui est encore plus jeune, elle a regardé au départ. Comment dire, elle faisait comme Chopper, elle se cachait derrière la porte. Mais en regardant un peu quand même. Voilà, et j'ai dit, mais tu veux pas venir avec nous? Et elle dit, non. Et puis, en fait, l'épisode 2, elle était assise entre nous. Et elle a regardé, j'ai dit, mais t'as pas peur, c'est quand même buggy, enfin, c'est un peu plus dark quand même, il est quand même visuellement marquant. Inintéressant. Et en fait, non, ça s'est passé comme une lettre à poste. Oui, mais du coup, elle va déclencher une phobie. Oui, mais ça, tout le monde l'a fait. Donc mais moi, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'effectivement, alors moi, j'avais pas du tout fait attention que c'était du 13+, tu vois, genre, quand je l'ai lancé. Ah si, nous, oui. Mais effectivement, j'ai été frappé. Alors moi, c'est plutôt le côté, la scène où Zoro, il découpe le mec de Baroque Works en 2 là, et j'ai fait ah ouais d'accord, ok, c'est, puis tu sais il amène le corps après coupé en 2 dans le bar et tout. Je me suis dit ok, donc il y a un parti pris un peu un peu violent entre guillemets. Après c'est propre, hein. C'est de la violence. Mais ça voilà, exactement, propre, c'est de la violence Netflix, hein, donc ça reste quand même relativement lisse. Mais après j'ai trouvé que finalement cette espèce de radicalité avec des très gros guillemets du début, il l'utilise plus du tout. Enfin moi je trouve que le reste de la série est absolument pas au niveau de cette violence que il est même aseptisé dans la suite, parce que même sur la partie où Zoro se fait trancher, on va dire, t'as tout le monde qui est en train de dire il se vide de son sang, et là, bah non, pas du tout, c'est ça, il a une plaie, et ça j'ai trouvé assez bizarre. Même le bras de Shanks, enfin ah oui, ça c'était mais pour revenir à ta question, je pense que pour moi le public c'est finalement celui auquel était destiné One Piece quand il était publié en manga, mais sauf que ça veut s'adresser à des gens selon moi qui connaissent pas forcément le manga, qui peuvent consommer Netflix sans forcément lire du manga, mais à côté de ça il y a quand même l'espèce de cahier des charges qui est il faut respecter l'œuvre de base, et là je trouve qu'à ce niveau là, moi en tant que lecteur de One Piece et quand même, je dirais pas fan de One Piece, mais en tout cas j'aime beaucoup la série, je trouve que voilà, clairement on peut pas dire que c'est pas fidèle, tu vois, donc je trouve que le public
qui aime One Piece normalement doit s'y retrouver quoi. Non mais j'ai une info qui peut être intéressante, enfin faut voir comment on l'apprend avec les avis aujourd'hui et le développement d'internet, mais sur Rotten Tomatoes qui est un célèbre site américain de notation de critiques, on est à 86% d'approbation. Ouais, c'est fou. C'est beaucoup, je trouve. Ouais, c'est beaucoup. Imaginez Dragon Ball Evolution, c'est à 15%. Mais vraiment, est-ce qu'il fallait comparer ces deux-là? Les Chevaliers du Zodiaque, le film avec Mackenyu, celui de l'insolation. 22%. Mais Alita, 62%. Ouais, mais je pense qu'il y a un effet. Ça devrait un peu descendre avec le temps, c'est 86%. Mais voilà, déjà je pense qu'il y a un effet. Le public de One Piece, il est extrême de toute manière. Donc, et il est très nombreux de toute façon. Mais je pense qu'il y a aussi un effet. Les gens jugent beaucoup de manière contextuelle, c'est-à-dire qu'ils se disent voilà ce qu'on a eu. Historiquement comme adaptation de manga par des grosses plateformes ou des trucs comme ça. On a vu le résultat de ce que c'était, on juge One Piece à l'aune de tout ça, et oui effectivement c'est mieux que tout ça. Après encore que moi Ghost in the Shell j'ai trouvé ça pas si mal, mais bref ce que je veux dire c'est que je l'ai pas regardé, je pense qu'il y a un effet il y a un effet non sur Rotten Tomatoes il y a un effet vraiment c'est pas mal pour une adaptation de manga, tu vois ce que je veux dire, c'est un truc quand même un peu tu veux dire qu'on est tolérant, nivelé par le bas, tolérant, bienveillant, parce que c'est une œuvre qu'on adore et tout, et je pense et moi le premier, tu vois, genre en vrai ce serait pas One Piece, je me serais jamais infligé ça. Moi je me demande de ça, si tu vois, genre, c'était pas One Piece, si je me serais pas dit mais c'est nouveau ce truc un peu cartoonesque et en même temps fantastique. Parce qu'effectivement moi avec aussi, un homme élastique, c'est trop bizarre, c'est pas du super héros et en même temps c'est des pirates, c'est bizarre. Alors moi aussi je l'ai vu avec une personne qui connaissait pas l'œuvre de base et qui finalement j'ai l'impression a eu une espèce de découverte assez plaisante de cet univers avec évidemment le côté ça fait un peu cheap par moment et tout, mais il y a quand même tu vois, elle me posait des questions, elle me disait alors non mais elle voulait savoir elle voulait essayer de comprendre l'univers et tout, donc tu vois tout ça alors je pense qu'après c'est encore une fois tout ça c'est des questions qu'elle devait se poser parce qu'elle avait en tête que One Piece c'était un truc de dingue et qu'il y avait un univers de malade et que je connaissais et tout, et peut-être que si c'était un truc sorti de nulle part elle aurait pas du tout posé ces questions, mais voilà, il y a cette espèce de truc un peu malade quoi, je dirais. Moi je l'ai principalement regardé seul. Moi aussi après du coup évidemment je l'ai regardé tout seul mais j'ai envie de revenir 2 secondes sur ce truc de Rotten Tomatoes parce que c'est quelque chose qui m'inquiète un petit peu sur l'évolution, tu vois, de toutes ces œuvres. C'est-à-dire que maintenant on est tellement focal sur la vie des fans et je trouve que c'est assez dramatique en fait. Si tu veux avoir une bonne proposition cinématographique, t'es pas censé rassurer les fans, et alors là disons que si l'écart il est aussi monstrueux sur celui-ci, on sait très bien que c'est parce qu'ils ont été archi fidèles le plus possible. Et est-ce que c'est ça qu'on attend d'une adaptation ? C'est juste rassurer les fans en mode Star Wars, on vous a mis exactement ce que vous vouliez là où vous le voulez, c'est bon, les fans sont contents, donc les producteurs sont contents, et t'es là mais quelle est la proposition là-dedans du coup, tu vois? Donc c'est pour ça que moi les chiffres sur Rotten Tomatoes, j'espère que One Piece ne va pas créer une sorte de jurisprudence, tu vois, parce que attention, il y a du lourd qui arrive derrière. Mercredi il a déjà créé cette sorte de jurisprudence. Justement, je vais revenir souvent sur Mercredi à travers One Piece, bizarrement. Mais du coup, voilà, c'est quelque chose qui m'inquiète parce que j'ai pas envie de me dire qu'une adaptation est bonne si elle est archi fidèle, juste pour faire plaisir à alors je vais être un peu violent, mais à des fans aigris, tu vois, qui vont juger tout le truc, genre mais tu n'as pas mis l'oreille au bon endroit ou quoi que ce soit. En fait, j'ai pas envie qu'on donne raison aux gens les plus relous d'internet, tu vois. Et Baggy met son oreille où il veut, ok. C'est souvent dans la gueule. Julie, tu voulais dire un truc juste avant? Oui, non, moi je voulais un peu rebondir sur ce que tu disais toi, parce que le côté novateur, l'univers hyper exotique, moi j'ai un peu retrouvé ce que j'avais ressenti quand j'ai découvert One Piece par le dessin animé. Il se trouvait que j'étais au Japon quand c'est sorti, et là tu te prends ça dans la face, quoi. Enfin, c'était des couleurs éclatantes, le côté élastique de Luffy, ça marchait du tonnerre, ce que tu retrouvais pas forcément dans le manga. Enfin, pour moi, il y avait une plus-value incroyable. Et passer d'une voix de femme à une voix de garçon, ça je sais pas trop. C'était pas tant. J'ai toujours trouvé qu'il était beaucoup trop criard.
quel qu'il soit, tous les shonen, là, arrêtez. Mettez-moi que des Zoro qui ne parlent pas. Mais franchement, je veux dire, c'était un petit peu cet excitement là, tu vois, cette excitation de découvrir, un peu comme voilà, les pirates, on va à l'aventure, on découvre des trucs. Et j'ai une double question maintenant. Qu'est-ce que vous pensez de la DA de la série dans deux contextes? Qu'est-ce que vous pensez de la DA dans les canons des séries ados fantastiques actuelles? Et de la DA tout court par rapport à une adaptation de manga? Il y a ce côté un peu cosplay, il y a même à ce complexe du cosplay, j'ai envie de dire. Attends, moi je trouve que quand même, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire que tout le délire sur reproduire les costumes, les décors, ça a dû être un kiff pour les gens dont c'est le travail. Ah oui. Et c'est magnifique parce que je pense qu'il y a eu pendant longtemps une espèce de restreinte, on va grignoter, les premières saisons de Game of Thrones, excusez-moi, c'était vraiment moche. Je suis désolée. Moi, j'ai pas regardé la suite de la série parce que je trouvais que c'était trop cheap. Ils étaient trop mal habillés. Mais c'était trop cheap. Les œufs de dragon, ils étaient en carton. Et là, même si c'était du carton, c'est du carton de bonne qualité, tu vois. Et et je trouve que tout ça, c'est très beau. C'est vraiment quelque chose qui est plaisant à faire. Et je mettrais presque en parallèle le succès de l'été, qui est quand même Barbie, qui reprend aussi tout ce délire de mettre, en taille réelle, les délires de maisons de poupées géantes, de costumes et d'accessoires, etc. Et beaucoup de couleurs. Et beaucoup de couleurs aussi. Ouais, moi je pense que ça... Alors, je pense que leur volonté de vouloir être trop fidèle à l'œuvre de base, justement pour rejoindre ce que disait Cagnard tout à l'heure, ça amène une espèce de direction artistique qui est assez étrange, parce que du coup elle est effectivement très fidèle, elle se veut très fidèle à l'œuvre originale, donc du coup elle veut essayer d'assumer ce côté cartoon, parce que voilà, on le sait, One Piece c'est un cartoon quoi, il y a rien de réaliste dans One Piece, il y a aucun design de personnage qui est réaliste si ce n'est celui de Zoro, et d'ailleurs dans la série c'est le personnage le plus réussi je trouve, parce que le fait qu'il soit un acteur réel ça marche, tu vois. Mais pour moi tout le reste donne un sentiment de... alors, c'est pas forcément cheap, parce qu'il y a eu des moyens et tout, ça se voit, mais il y a un côté... moi, j'y crois pas, quoi. C'est vraiment tout ça. C'est autant dans un manga, dessiné en noir et blanc, j'y crois, parce que je suis plongé dans l'univers esthétique d'un auteur, et tout ça me pousse à croire à tout ce que je dis. Autant dans un truc en live comme ça, je peux pas m'empêcher de voir une espèce c'est des mascottes de parc d'attractions, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont pas réels, quoi, qui sont mais dans un contexte réel. Donc du coup tout ça ça donne une direction artistique selon moi qui est un petit peu malade, quoi, qui est un petit peu c'est vrai que quand bizarre, tu vois quoi. Nezumi arriver, mais ça, mais alors moi je comprends pas. Par exemple, je me dis ok alors c'est fidèle, hein. Enfin tu vois, genre mais dans ce en cas-là, fait quand tu le vois arriver dans le manga, il est aussi ridicule, hein. Bien sûr, mais ça choque. Mais tu vois, pas autant. Usopp, je trouve que pour le coup, ce qu'ils ont, enfin, l'acteur est super, mais c'est bien, quoi, qu'il se soit pas dit, on va lui mettre un nez long, tu vois, parce que là, ça aurait été vraiment too much. Et du coup, là, je me dis, ok, là, c'est un choix artistique qui fonctionne et tout. Mais il y a des moments où tu te dis, non, mais là, c'était pas obligé d'avoir Nezumi avec sa tête de souris, Garp avec son chapeau chien, enfin, tu vois, genre tout ça. Mary, à la limite, je trouvais que ça passait. Tout ça, ouais, voilà. Il y avait un bon équilibre. Va, mais tout ça fonctionne dans un manga dessiné, mais dans une œuvre réaliste, pour moi, il y a un truc vraiment très, très étrange, quoi. Et après, et à côté de ça, j'allais dire, il y a un truc aussi, et c'est là où on voit les limites du médium audiovisuel par rapport au manga, parce qu'en fait, le manga, c'est magique pour ça, parce que tu peux faire ce que tu veux et tu peux faire croire à tout ce que tu veux si t'as du talent. Mais là, c'est pas le problème du talent des gens. Je pense que tous les gens qui ont travaillé sur cette série ont beaucoup de talent, mais c'est la limite du médium audiovisuel. C'est impossible de faire croire à cet univers avec les moyens que tu as. Et genre, du coup, je trouve que il manque ce souffle, cette amplitude. Tout est très... finalement très cadré dans des petits endroits, ça joue beaucoup en intérieur, dans des petites pièces, dans des petits endroits. Il y a des questions de budget aussi. Évidemment, c'est des questions de budget, mais tout ça fait qu'on n'a pas le souffle de One Piece. One Piece, c'est des grands paysages, des trucs complètement absurdes, des îles, des trucs, et tout ça qui est reproduit en images de synthèse, pour moi, m'empêche d'y croire. T'as des plans larges qui manquent aussi par rapport à ce que tu peux avoir. Après, il y a un autre truc. Moi, je vais pas arrêter de me dire tout du long de la série qu'on était face à des équipes américaines en très grande partie, ou occidentales en tout cas, qui avaient leurs références, qui étaient des professionnels de la télévision, qui ont travaillé en costume sur du fantastique. Qu'est-ce qu'on a eu? Du super-héros ou de la fantasy?
Ouais. Là, ces dernières années, il y a à gros budget, on a principalement de la fantasy et un peu de super-héros. Donc c'est des gens qui ont forcément travaillé de près ou de loin dans ces domaines-là, donc c'était leur référence. Et quand tu vois Goldie Roger arriver au début avec son espèce d'énorme moustache et son costume, j'ai eu du mal à croire que c'était Goldie Roger et pas un personnage de Hook. Enfin, de toute façon, One Piece... l'œuvre One Piece imaginée de manière réelle, c'est un truc qui n'existe pas à l'heure actuelle, tu vois. Ils ont essayé de créer ça, et ils ont essayé de créer ça avec pas du tout les moyens de Pirates des Caraïbes, tu vois. Non, mais pour prendre un exemple, c'est que Pirates des Caraïbes, si tu prends le 3e Pirates des Caraïbes, c'est le film qui a coûté le plus cher de l'histoire du cinéma pendant très longtemps. Ils ont pas ces moyens-là non plus. Ils ont quand même eu beaucoup de moyens, mais ils ont pas ça, tu vois. Donc, faut aussi reconnaître que les limites des moyens qu'ils avaient leur ont permis de faire un truc, selon moi, qui est ok, mais pas après, me fait pas rêver suffisamment, quoi. Il y a le plus gros échec du cinéma qui était Waterworld aussi, exactement, qui avait coûté extrêmement cher. Donc ça, c'est pas les moyens qui font tout, c'est sûr. Mais... d'ailleurs, en parlant de moyens, la série intègre le top 10 des séries les plus chères de l'histoire, avec 18 millions de dollars de budget par épisode. Alors, loin devant, il y a Citadel des frères Russo. Okay. Sur Amazon Prime, il y a Les Anneaux du Pouvoir sur Amazon Prime aussi. Il y a Stranger Things, la dernière saison, qui était au-dessus en coût par épisode. Certaines séries Marvel aussi sont devant. Et puis là, on est entre Game of Thrones vers la fin et House of the Dragon. Ok. Donc c'est pas mal. Voilà, la différence en revanche, c'est que sur ces séries-là, quand on arrive à la Xème saison de Game of Thrones, t'as les cachets des comédiens qui ont bien augmenté, donc qui représentent un bon coup sur la série. Là, il n'y a pas de star dans le casting. Bah là, c'est tout dans la CGI, tout dans les décors et le costume. Voilà, je pense que les décors ont coûté bien cher, je pense. Ouais, le côté technicien aussi, j'imagine, qui est bien. Bah moi, je sais pas. Kanye, on t'a pas entendu sur cette DA et le cosplay dans la série? Disons que en fait je vais plutôt pousser un coup de gueule contre Robin parce qu'il a dit exactement ce que je pensais. C'est bienvenue au parc d'attractions. En fait j'ai vraiment pas grand chose à rajouter, ce n'est bienvenue au parc d'attractions. Du coup c'est cool, mais ça rentre pas du tout dans mon périmètre de crédibilité, tu vois. Donc tu vois, il a parlé de Pirates des Caraïbes, je voulais parler de Pirates des Caraïbes parce que oui, effectivement, la première scène de Pirates des Caraïbes, je suis dans le monde des pirates, je suis dedans, il n'y a pas de souci. Là, je suis dans un parc d'attractions qui représente des pirates, c'est pas la même chose, c'est pas la même intensité. Comme tu dis, il y a du pognon, hein, ça se voit, et encore ça se voit, il y a quand même pas mal d'endroits où tu te dis tiens, il a manqué un peu d'argent là de ces côtés. Mais ouais, c'est vraiment tout comme, c'est genre... C'est bien, vous avez fait très beau, c'est propre, c'est doux, c'est soyeux, c'est shiny. C'est pas pour moi. Une des scènes où je me suis dit que ça manquait le plus de pognon, c'est quand Luffy renvoie le boulet de canon avec son ventre et l'explosion derrière. J'ai l'impression d'avoir une explosion d'Indiana Jones 1. On se le garde pour après, l'analyse des pouvoirs de Luffy. Je l'avais pas prévu forcément. Qu'est-ce qu'on pense des adaptations aussi scénaristiques? Parce que outre cette DA, alors moi il y a un truc que j'ai bien aimé, par exemple, il y a plein d'idées malgré tout dans cette DA. Le fait de faire un petit logo différent, alors ça c'est totalement Netflix parce qu'ils ont fait la même chose sur The Witcher. Le truc avec les avis de recherche, ça, je trouvais ça rigolo. Je trouve c'est des bonnes idées, effectivement. Non, claqué, tout pareil. Claqué, tout pareil. Et dans les adaptations scénaristiques, ils ont changé quand même. Alors, je dirais pas mal de choses, mais un certain nombre de choses. Ils ont élagué, on va dire. Ils ont élagué. Ils ont élagué, réorganisé. Ils ont mélangé. Après, pour être tout à fait honnête sur la construction scénaristique, justement parce que je les ai relus juste avant, je les ai trouvés assez malins. Je les ai trouvés assez malins sur la manière de faire recroiser les histoires, de mettre plus d'intervenants, ce que je trouve déjà complètement malade scientifiquement parlant, dans les affaires, dans les histoires, les arcs de One Piece, il y a déjà tellement de persos, eux ils en ont rajouté encore plus, tu vois. Et du coup je trouve ils en ont gardé plus longtemps. Ils en ont gardé plus longtemps et tout. Et franchement j'ai trouvé que c'était fait de manière assez intelligente, si ce n'est que parfois je pense que nous, on n'avait aucun problème, mais des non-lecteurs pouvait être un peu perdu parce que ça va très vite, il se passe des trucs tout le temps. Mais après sur la structure vraiment scénaristique, j'ai été plutôt impressionné en me disant franchement c'est bien adapté, parce que la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai regardé le premier épisode, j'ai vu le nombre d'épisodes et la durée de chaque série, je me dis mais comment ils vont faire rentrer tout ça là, c'est énorme quand même ce qu'ils doivent mettre, et je trouve qu'ils s'en sont bien sortis là-dessus. Oui, si bien qu'ils bouclent même leur histoire au milieu du dernier épisode, quoi. Oui.
Ils ont même pas besoin d'aller au bout, quoi. Ouais, et puis je trouve qu'en tant que lecteur de One Piece, t'as pas un sentiment de. Il t'a manqué un truc, tu vois, éventuellement. Bah, si, Chouchou. Oui, Chouchou. Moi, c'est à cause de Chouchou que j'ai recommencé à lire One Piece. C'est vrai qu'il manque Chouchou, mais en même temps. Alors, juste, je raconte l'histoire. Parce qu'en fait, j'avais décidé de relire One Piece puisque la série arrivait et tout ça. Puis, arrivé au tome 2 ou tome 3, je sais plus, j'envoie un message. Je fais, c'est quand même vraiment le meilleur personnage, Chouchou. Chouchou, c'est le petit chien au début qui est dans le village avec le maire et tout ça. Et avant même l'arrivée de Baggy ou en même temps et donc du coup j'envoie, je fais best personnage ever et tout, et Cagnard il me fait tu me donnes trop envie de le relire. J'ai envoyé d'autres scènes avec Chouchou. C'était ça l'origine story. J'avais envie de revoir Chouchou. Non, mais je trouve, tu vois, effectivement, les choix d'élaguer certains passages, typiquement le Bharati avec. Il n'y a plus l'antagoniste du Bharati finalement. Et il est. En plus, ça, pour le coup, je trouve que c'est. Je suis pas un fanatique des clins d'œil wink wink, genre t'as vu, on l'a mis quand même. Mais je trouve que la manière dont ils l'ont mis est rigolote, quoi. Genre, en gros, il arrive, il se fait défoncer par Mihawk, et puis c'est bon, quoi. Tu sais, même pas, tu le vois même pas, quoi. C'est-à-dire que c'est en hors-champ et tout. Et ça, je trouve que c'est plutôt des choix assez malins, parce que je pense qu'en plus, effectivement, cette espèce d'attaque du Bharati, Mihawk qui arrive pour créer la rivalité avec Zoro, ça aurait été too much et ça aurait. Elle est crédible en manga. Exactement, ça aurait pas fonctionné. Il y aurait un truc, ça aurait été trop compliqué. Donc ça, je pense que c'est des choix vraiment très très judicieux. Et ouais, globalement, non, moi j'ai pas de. Sur les adaptations scénaristiques, je trouve que effectivement, je rejoins Cagnard, ils se sont très bien débrouillés. Ouais. Bien que, alors la backstory d'Usopp a été pas mal adaptée, en plus lent. Oui, c'est vrai qu'il était lent. C'est vrai que cet arc est pas très long, alors que là ils l'ont un peu rallongé. C'est-à-dire qu'ils ont voulu changer, alors que t'as une espèce de. Ils ont voulu faire une sorte de maison hantée, un petit. Ouais. Je sais pas. Il y a un côté un peu oppressant, thriller, machin, alors que c'est pas du tout ce que tu retiens de la série. Ils ont proposé un truc. Ouais. Bah, c'est là que j'interviens avec Mercredi, Tim Burton. Cette phase Usopp, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il leur a pris, qu'est-ce qu'il leur est passé par la tête pour faire une imagerie aussi pompée sur Tim Burton, mais Tim Burton nouveau, le Tim Burton de Mercredi. Et du coup, bah, ça c'est encore quelque chose qui m'a complètement sorti de l'histoire, sans compter que vraiment l'antagoniste, putain, j'ai pas compris, quoi. Il a une tête trop bizarre, enfin. Il est très lisse, on dirait un coréen. Ouais, ils ont essayé de le faire un peu comme un monstre, ou je sais pas quoi, mais bon, ça c'est un détail, on va dire, on s'en fout au final, que ça soit pas. Qui ressemble pas exactement, mais il y avait tout de suite quelque chose de je viens de changer de manège, maintenant je suis dans la maison hantée. Bah ça marche pas trop. Ouais, alors moi alors pour le coup je suis pas tout à fait d'accord, parce que je comprends l'intention, parce qu'effectivement si c'était pour refaire l'arc d'Usopp tel qu'il est dans le manga, je pense que ça se répétait un peu en termes de. Ça se répète tout le temps, excusez-moi. Mais... Ouais, oui, de toute façon. Mais après il le change pas trop, en vrai, cet arc. Non, mais je veux dire, globalement, le fait qu'ils se battent devant les navires, tu sais, qui retournent sur la plage et tout, je pense qu'il y avait un côté un peu peut-être même en plus compliqué, parce que même d'un point de vue budget, ils auraient dû faire intervenir tout l'équipage, et puis t'as plusieurs unités de temps, plusieurs unités de lieu, enfin c'était compliqué, je pense, et je pense que le fait de tout resserrer sur un espèce d'arc dans un truc un peu ambiance film d'horreur et tout, c'était pas une mauvaise idée. Après, moi, encore une fois, le vrai souci que j'ai, c'est l'aboutissement formel de tout ça. C'est que pour moi, tout ça manque beaucoup de. Mais c'est un peu tout ça pour ça, ouais. Ouais. Et puis tout ça manque beaucoup d'inspiration, quoi. En termes de direction artistique, c'est très Netflix, quoi. Enfin, je sais pas comment mieux résumer que ça, mais c'est très. Tout est très lisse, tout est très mignon. C'est censé être très dark gothique, comme le cirque de Baggy, sauf que tout est super propre. Putain, ça, vraiment. Mais l'intention de base, je suis pas contre, en vrai. En fait, c'est juste que oui, je suis pas contre l'intention de base, mais dans ce cas-là, tu la fais pas durer plus d'un épisode. Oui, voilà, là, c'est que ça a été étalé sur 2 épisodes. Et je comprends aussi la volonté de pas refaire le truc du village, parce que ça se répète avec la backstory de Nami. Donc du coup, à chaque fois, oui, effectivement. Ouais, faut qu'il se prépare dans One Piece. C'est ça. Et donc autant avec 5-6 tomes de différence, nous c'est pas grave. Là en plus t'as du temps de lecture. Là ils savent très bien que c'est très binge-watché, qu'on prend pas un mois entre chaque épisode. Non, c'est clair. Donc il va falloir qu'ils jouent avec ça et qu'ils travaillent sur la non-répétition ou travailler sur comment transformer ces répétitions. Donc c'est ce qui nous amène à ces choix de prod, parce qu'en fait à mon avis je pense qu'entre le budget, les décisions, Oda au milieu, machin, etc., tu dois avoir des choix
non-stop à Puis faire. là, tout simplement, tu peux t'imaginer que le fait de le tourner quasi en huis clos, on va dire, ce segment-là, ça permet aux acteurs de mieux préparer les scènes de combat, parce que pour le coup, il y en a dans cette partie, même si elles sont absolument mal faites. Mais tu vois, ça leur laisse plus de temps aussi pour la prépa, donc faut faire des choix, quoi. Mais moi, je sais pas, j'en profite pour dire que ce qui m'a un peu gêné, c'était aussi le jour-nuit qui correspondait pas du tout à ce qui était dans la série. Et franchement, il y a des scènes où c'est la nuit, c'est important que ça soit la nuit. Enfin, tu vois, toi tu parles de chouchou, moi mon drame personnel c'est Queena. Genre, mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait, quoi? Non, ça ne va pas du tout. Lui faire dire texto, les hommes, les femmes ne peuvent pas vaincre les hommes. C'est pas du tout dans l'esprit de la série. C'est pas ça qu'elle dit. C'est pas ça qu'elle dit dans l'animé. Petite trahison personnelle. Et j'étais là genre quoi, mais ça m'a vraiment, et j'étais pas du tout emballée par le choix d'actrice. Par contre, je m'étais demandé s'ils allaient garder le côté elle est tombée dans les escaliers. Parce que moi j'ai toujours trouvé ça incroyable dans One Piece que genre ce perso meurt en tombant dans les escaliers. Je me suis dit vraiment genre mais c'est pas. Ils sont restés fidèles. Ils sont vraiment restés fidèles. Non, parce que justement ils disent genre elle a eu un accident, mais non, mais je veux dire sur le temps de mort, c'est vraiment elle est morte tout aussi vite. Ah, ça c'est fidèle, c'est bien. Mais bon. Après ce truc de la nuit un peu n'importe quand, c'est très Netflix aussi. J'ai l'impression que c'est dans un cahier des charges de leur algorithme. Certaines séquences doivent être de nuit. Algorithme scénaristique. Et genre tout le passage aussi dès le premier épisode, Alvida, pourquoi c'est la nuit? On sait pas. Non, mais pareil, épisode 6-7 c'est toujours la nuit. Dans n'importe quelle série de Netflix, épisode 6-7 ça sera la nuit. Ah, le soleil coûte trop cher. Non, mais je pense qu'il doit y avoir aussi des questions de budget, chef-op, machin. Mais franchement, il y a toutes les parties où en plus, moi je regardais pas toujours à la télé, je regardais des fois sur une tablette. Ah ouais, bah tu vois rien je voyais rien du tout. Oh là là. Tu devines un truc. Tu sais, je fais c'est la tête de Nami ça? Ouais, ok. Elle a quel âge là à ce moment? Ah, ok, c'est pas ça. Très bien. Compliqué. Moi j'ai eu droit à... Mais pourquoi elle a pas la même tête? Parce que c'est pas la même actrice. Ah bon, mais pourquoi? Parce que là elle a 10 ans. Eh ben oui, il faut expliquer aussi ces choses-là que tu peux faire en dessin plus facilement. Le cast se fait remarquer plutôt bien ou... Oui, je m'attendais à tellement pire. Parce que alors attention, moi je suis hyper négatif et je vous dis vraiment je l'ai détesté, mais à la fin je vais vous faire quand même un truc un peu plus global que ça, parce que tu vois, je trouve que les adaptations scénaristiques sont très bonnes, je trouve que le casting est très bon, je trouve que au-delà de bons acteurs, je sens effectivement une alchimie entre les mecs et Nami du coup. Mais je sens un truc sympa. Gros veto sur Luffy petit. Bah non, c'est pas le même du coup. Alors, je suis d'accord. C'est absolument pas la même nationalité, je crois là. On est d'accord. Mais je trouve que le petit joue bien. J'aime bien. J'ai rien contre ce petit. Moi, c'est presque mon préféré. Chaque fois que je le voyais, je fais ah cool, je l'aime bien ce petit garçon. Mais alors oui, ils ont aucun lien. Je sais pas. Ils se sont pas consultés, ils ont pas fait de visio, je pense. Mais sinon, je trouve que le casting s'en sort vraiment bien. Et puis c'est quand même quelque chose sur lequel ils communiquent beaucoup sur la série. Les acteurs s'adorent, ils adorent leurs personnages, ils incarnent vraiment trop bien leurs personnages. Donc voilà, ça devient cynique et ça m'énerve. Alors qu'à la base, je trouve que mais les acteurs c'est toi qui le dis de façon cynique. Je trouve que les acteurs sont bien. En tout cas, tu les sens impliqués, tu sens qu'ils ont compris les personnages. Sachant que, soyons bien d'accord, les personnages principaux de One Piece, c'est pas très compliqué de les incarner, tu comprends leurs caractéristiques vite, mais je trouve qu'ils s'en sortent très bien quand même. Ouais, bah moi j'ai dit mais Makenyu, wow, crève l'écran, trop beau, vraiment magnifique. Ouais. T'aimes bien Zoro? J'adore Zoro. Zoro c'était mon number one pendant longtemps. Et là je suis très contente que ce soit lui qui l'incarne, mais bon. Bah, ce qu'il faut dire c'est que donc l'interprète de Zoro, Makenyu, c'est aussi celui de Seiya dans Les Chevaliers du Zodiac, j'ai raté, le film. Et c'est donc aussi le fils de Sonny Chiba que certains auditeurs, pas tout jeunes, ceux qui ont mon âge, ont connu comme étant Xor. Donc voilà, le père de Zoro, c'est Xor. Mon Dieu. Artiste est-ce que tout le monde martial. Zoro est donc le fils de Xor. Mon Dieu, quand est-ce qu'il va revêtir son super et non, bon, ses il a une armures. double vie, quoi. Ouais. Voilà. Sonny Chiba qui était dans Kill Bill aussi. Oui, c'est lui. J'ai fait mon vieux avec Xor, mais oui, sinon. Il a un deuxième rôle. Oui, c'est vrai. Robin, t'as pensé quoi de ce cast?
Non, mais ouais, moi aussi je le trouve plutôt réussi. Effectivement, je dirais que pour moi, celui qui fonctionne le mieux, c'est Zoro, mais je pense que c'est lié au fait que son rôle est plus adapté à un truc en live, parce que c'est un personnage sérieux, ténébreux. Voilà. Sérieux, attention. Je trouve que ils ont eu des bons choix aussi sur toute une partie du cast qui me semble est plutôt anglais ou irlandais ou j'en sais rien, mais qui a une espèce de jeu un peu théâtral à l'anglaise. Je crois qu'il y a beaucoup d'Australiens et de Néo-Zélandais. Effectivement, t'as raison. Mais il y a cette espèce de côté accent, notamment Garp, je pense surtout à Garp, parce qu'il a un accent très prononcé et je trouve que l'acteur est vraiment très. Je crois très que tu cool. es australien, effectivement. Et je trouve que ça fonctionne beaucoup très bien parce que du coup, ça lui donne vraiment ce côté vieux loup de mer avec son accent un peu coupé au couteau et tout. Et ça, je trouve que c'est pas le seul. Il y a plusieurs autres acteurs, je trouve, qui ont cette espèce de sonorité anglaise, on va dire, enfin british quoi. Mais pour le coup, moi j'ai regardé en VF. J'allais vous poser la question, VO ou VF? Ah oui, VO. Non, en VF. VF ou VF Japon. Sinon en japonais, mais pas. VF aussi. Ouais, VF. Non, mais j'ai du coup avec les voix anglaises. Non, moi j'ai switché à un moment donné juste pour entendre les voix, mais c'est tout. Ouais, moi je sais pas, c'est. C'est le réflexe. Ouais, c'est le réflexe. Et la VF est pas cata, mais elle est pas géniale non plus. Bah, c'est dire que c'est un petit peu le all-star du doublage du moment, quoi. Oui, c'est ça. Ils sont tous là. Ça marche. En même temps, il y a tellement de personnages que je vois pas comment ils pourraient être tous absents. Donc voilà. Et moi, je trouve que les personnages, on va dire de vieux, les briscards, quoi, donc que ça soit Garp ou Zeph, enfin, j'étais trop contente de voir que Zeph, c'était rigolo, mais ça rentrait dans mon cahier des charges. Je trouvais que c'était un bon personnage. Je me demandais si ces moustaches elles étaient activées à distance. Avec une télécommande. Je me suis posé la question à un moment. Mais justement, est-ce que le cartoon ne tue pas un peu la série? Est-ce que ça rend pas tout un peu ridicule, ou est-ce que au fond c'est pas aussi ça One Piece? Bah moi je trouve que je vais un peu me répéter, mais pour moi les persos qui s'en sortent le mieux, c'est les persos les plus sérieux, Zoro, Mihawk, Sanji. Je trouve qu'il y a un côté, c'est encore une fois une question de crédibilité de l'univers et de l'univers interprété par des acteurs réels. Moi je n'arrive à croire que à des personnages qui sont relativement réalistes quand même dans leur façon d'être, et donc je trouve qu'il y a des réussites effectivement. Je trouve que Mihawk est vraiment très réussi. Je trouve que le perso a vraiment le flow et le charisme du perso de base, malgré le côté complètement absurde et la moustache mais je trouve que ça fonctionne bien parce que moi sur Mihawk je vais mettre mon veto sur la moustache et puis en fait sur la sonorité. Quand j'entends en VF Dracul Mihawk, oui, mais moi je l'ai vu en VO, ça ne marche pas du tout en termes de sonorité. Je l'ai vu en VO et tu vois pareil, quand Mihawk arrive je me dis mais ils vont vraiment le faire se battre avec son petit couteau dans sa croix, et finalement ils le font et je me dis ça en vrai ça passe, tu vois, mais du coup c'est vraiment le côté et dans les scènes de combat et dans les attitudes. Pour moi c'est tous les persos que je catégoriserais dans la catégorie sérieuse de One Piece qui fonctionnent le mieux, et les autres pour moi il y a un côté quand même un peu parc d'attraction quoi. Après, pour rebondir sur ce que tu dis, les catégories, on va dire, personnages sérieux, moi, ce que je trouve dommage, enfin, je sais pas trop comment me placer par rapport aux personnages féminins. Il y en a beaucoup, donc j'ai parlé de Quina, bon, alors pour moi, ça n'a pas du tout fonctionné. Il y en a beaucoup, dans ce début, dans cette saison 1 de One Piece, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup, mais il y a Belle-Mère, il y a la sœur de Nami, enfin, tu vois, il y a quand même, il y a Kaya, et en fait, à chaque fois, tu te dis... Je suis malade, Julie, je n'en ai plus pour longtemps, mon Dieu. Aide-moi. Ouais, reprendre ta soupe. Effectivement, s'il y a quelqu'un à remplacer, c'est bien elle. Reprendre de ta soupe bleue, oui, bleu merci. fluo. Mais j'ai trouvé que c'était hyper dur d'interpréter un personnage féminin de Oda, parce qu'il est fait vraiment très fine, très élancé, très... Ouais. Après sur Kaya, il y avait un peu de marge pour faire autre chose que tousser. Mais c'est marrant que sa mono-expression, que ça tombe sur Gaïa, parce que je trouve que c'est justement un des problèmes, l'aspect cartoon qu'on peut avoir dans cette série, qui est évidemment dans la série de base, mais qui du coup ta suspension d'incrédulité elle est un petit peu mise à rude épreuve quand t'as des personnages qui sont trop loufoques, et du coup ça fonctionne pas de mon côté, parce que les personnages dans One Piece ils sont bigger than life, vraiment c'est du too much, c'est de l'excessif, et évidemment que dans un manga, si tu me définis Gaïa à la première case, Kaya en la montrant un petit peu malade, ok je le comprends, mais là du coup en fait sa fonction c'est d'être malade. Elle va faire que ça, tu vas être malade, et moi effectivement c'est toute
toutes les parties. Alors moi, Mihawk, ça va pas marcher du tout. C'est un Power Ranger pour moi. Il a rien à faire là. La scène où il apparaît, je suis là, mais c'est n'importe quoi. Il y a un fond vert de partout, ça fonctionne pas. Et c'est vraiment tous ces moments. Alors, vous inquiétez pas, hein, encore une fois, je vais vous parler des trucs que j'ai bien aimé après, mais c'est les moments qui m'ont beaucoup trop sorti. Et d'ailleurs, je vais reprendre un dernier exemple, c'est-à-dire que moi, je continuais la série et en VF. Et du coup, à côté, on entendait ce que l'écoutait. Et des fois, j'entendais des rires qui éclataient parce que ça ne marche pas dans la réalité, en fait, de dire on sera toujours des amis et que tout le monde rigole ensemble. En fait, c'est un stéréotype des années 90, tu vois, des sitcoms des années 90. Et autant dans le manga, ça marche de ouf parce que c'est figé, c'est toi qui décides le temps que tu vas rester sur cette case. Mais là, quand tu l'entends à l'oral, ça ne marche pas, c'est pas naturel et ça ne marche pas en fait. D'ailleurs, moi pendant le visionnage, c'était tellement justement bigger than life qu'à un moment donné, j'ai pas pu m'empêcher d'imaginer des trucs encore plus ridicules, c'est-à-dire avoir un cast français, franchouillard, francophone. Et j'ai imaginé directement François Damiens en Morgane. Tu vois, au début, t'as François Damiens avec son accent et tout, carré. Avec ça marcherait. Mâchoire d'acier. Et son fils, ça serait Alex Lutz tout le long. Ah oui, mais oui, trop. Et bref, j'ai pas pu m'empêcher de. Je te rappelle qu'on a déjà fait le cast parfait pour Hunter x Hunter, la série live. En français, ouais. T'inquiète pas, on va passer les. Il est très bien, le fils de Morgan, je trouve. Oui, il est vraiment bien, alors qu'en plus son rôle n'est pas censé être si important que ça. Mais là, pour le coup, je trouve qu'ils ont tapé vraiment très juste. De la même manière que Robin disait pour Pipo, pour Usopp, j'arrête pas de l'appeler Pipo. Le vieux. Bah oui, mais bien sûr. Ouais, moi aussi, c'est le Pipo garde du manga, jamais dans mon cœur. Mais du coup, je trouve que là, ils ont réussi exactement cette jonction entre la réalité, le crédible, le cartoon, sans que ça devienne ridicule et que tu puisses croire en ces personnes. Mais du coup, ça arrive de manière ponctuelle dans la série, quoi. Oui, ils lui ont donné un petit côté Geoffrey de Game of Thrones. Ouais. Mais moi, je sais pas, j'ai cru à un moment bien vénère. que c'était le même acteur qui faisait Baggy et Hermep. Mais je sais pas pourquoi. Je crois pas, non. Mais non, c'est pas du tout ça. Mais bon, et tout ça. Des théories du complot et tout. Alors le mec qui joue Baggy est un mec qui a trop regardé le Joker et qui veut faire pareil. Enfin moi ça pour le coup c'est vraiment de genre de truc. C'est quoi, ça m'a même déprimé parce que je me suis dit à l'heure actuelle c'est impossible de faire plus jouer un clown si tu fais pas le Joker. C'est exactement ce que je me Là suis dit. Ils l'ont fait dégueulasse et tout, alors que Baggy dans mon souvenir il y a pas eu des remakes de ça récemment. Si il y en a eu un autre. C'est vrai qu'il y en a une nouvelle, mais ça m'a limite un peu déprimé, tu vois. Je me suis dit non, tu fais un clown, là tu fais le Joker, t'es obligé. Ouais. Mais bon, pour revenir au ridicule, quand tu vois à la fin de la saison avec les hommes poissons qui débarquent, là tu fais ouh, festival. Le ridicule ne tue pas, il te rend plus fort. Je trouve que l'expression festival est vraiment bien choisie. Ils sont pas tous réussis équitablement. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y en a, tu reconnais même pas les poissons d'origine. Ouais, moi jusqu'à voir le mec cracher des noyaux là, je me disais c'est lui, putain, j'avais pas du tout reconnu en fait. D'ailleurs, je pose une question vraiment parce que sûrement que dans l'animé, on a déjà cette impression que c'est des Renois les hommes poissons. Pas du tout. Parce que là, dans la série live, moi je l'ai ressenti très fort que c'était des Renois, mais du coup, je me disais, dans le manga, tu vois, il est pas. Bah non, c'est des hommes poissons. Ouais, mais ils sont. Non, si, mais ça, je pense, c'est pas peut-être pour parler au public américain et expliquer la problématique des hommes poissons, qui est effectivement. Ça parle d'exclusion en qui plus. Sont dans l'exclusion, le côté. Mais je me demandais si c'était déjà dans l'animé, s'ils étaient un peu orientés ou si c'était vraiment leur choix. Moi, j'ai l'impression, ça veut pas dire que c'est le cas, mais j'ai l'impression que c'était tous des Renois déjà. Après, alors moi, j'ai pas eu cette impression, mais ils ont des cahiers des charges avec des quotas aussi à respecter. Je crois que c'est aussi une question de l'égalité aux États-Unis. Et par exemple, Kobe, c'est un acteur transgenre qui joue le personnage. Ouais. Tout à fait. Oui. Bon, après, toujours cartoon parce que c'est la tête de Kobe, quoi. En même temps, Kobe, il a une tête. C'est pas possible, quoi. Mais malgré tout, la série est numéro 1 dans de très nombreux pays. Bien. Elle a battu des records sur Netflix. Alors, c'est une bonne nouvelle pour le producteur du côté de Netflix. Ils vont attendre l'impact sur les abonnements, le temps où elle va rester numéro 1, les heures visionnées en première semaine, etc. Après, pareil, sur Netflix, quand ils balancent leur record, leur top, tu as plusieurs interprétations, donc tu as pu voir que c'était top 10 dans 93 pays, numéro 1 dans 84. Dans les pays, il y a la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe, qui ne sont pas des pays, mais qui sont considérés comme des territoires. Et puis étant donné la grève des scénaristes et des acteurs, j'ai l'impression qu'au niveau communication des données officielles des visionnages, c'est jamais très précis. Sur Netflix, le top 10, il est chaque semaine... Oui, mais il est
il est pas détaillé quoi. Si, on a tout. 140 millions 100 000 heures vues. Ah bon, mais je croyais que c'était une demande Netflix. Des acteurs d'avoir justement... 7 minutes 34 de moyenne vues. Sur une heure à quelqu'un. Ouais. 18,5 millions de spectateurs. Ok. En comparaison, la même semaine, Who is Erin Carter a été visionné pendant 90 millions d'heures, soit 5 minutes 43 en moyenne et 15 800 000 spectateurs. Donc top 10 dans 93 pays, dont la France et le Japon où ça a été numéro 1. Plus les dom-toms où ça a été numéro 1. Mais alors pas numéro 1 en Belgique, pas numéro 1 en Suisse, pas numéro 1 au Canada et pas numéro 1 aux États-Unis. Où là c'était Who is Erin Carter qui était numéro 1. Alors si... mais c'est malgré tout des records. Si les heures de visionnage vous intéressent, il y a un YouTuber qui s'appelle Adam Bros qui est bien trop brillant pour son âge, qui a fait une vidéo entière sur l'analyse justement des données de Netflix. Alors il a fait ça cet été pendant ses vacances, tu vois. Il a analysé tous les derniers tableaux d'heures de visionnage en fonction des séries, en fonction de tous les tops. Et du coup, sa vidéo est déjà passionnante parce que tu comprends un peu mieux comment fonctionne Netflix. Et c'est là que ça va devenir inquiétant. Et ensuite, derrière, il a justement fait un thread pour expliquer sur Twitter, vis-à-vis de One Piece, ce que ça donne par rapport aux autres. Et a priori, les résultats ne sont pas si ouf que ça. Non. Genre, ça fait même moins que certaines séries Netflix. Alors, en nombre de spectateurs, c'est moins que le thriller The Watcher. Ouais. Qui est sorti il y a quelques semaines, où c'est beaucoup moins que Mercredi aussi en nombre de spectateurs. Et que Netflix du coup joue beaucoup avec cette notion, parce qu'avant, il n'y a pas si longtemps que ça, Netflix ne communiquait pas du tout sur leurs chiffres, et maintenant ils communiquent, mais ils communiquent à leur manière. C'est ça. Alors tu vas sur le site, sur le site /blog, mais bon c'est plutôt un site, un blog c'est nous, la 5ème de couve.fr, là c'est quand même un vrai site. Todoom, netflix.com/Todoom, c'est leur Todoom, TUDUM, et dedans il y a les top 10 par pays, etc. Donc on peut regarder le top 10 en France, on peut avoir le top 10 mondial, machin, etc. Donc t'as toutes ces données là qui sont disponibles. Voilà, chaque semaine vous pouvez aller y jeter un œil et vérifier qu'il y a des choses comme ça très improbables qui remontent, comme aux États-Unis la saison 1 de Suits c'est toujours dans le top 10. Ah ouais. Bah, c'est bien Suits. Oui c'est sympa, hein. Oui, c'est très sympa, mais c'est juste surprenant parce que c'est très vieux quoi. Oui, mais en même temps, c'est Netflix, donc les gens regardent un petit peu ce qu'ils veulent, voir après, tu sais même pas de la manière dont l'algorithme est déterminé pour peut-être parfois favoriser des séries. Des fois, ils me proposent des trucs, je vais jamais regarder ça. Ce que je préfère, c'est qu'ils me proposent des trucs avec des visuels différents à chaque fois. Genre, il va m'arnaquer, tu vois. J'ai pas voulu le voir avec ce visuel, il change le visuel 2-3 fois. Et je finis par craquer. Bon, au final, avec quoi on compare cette série ? Est-ce qu'on la compare avec d'autres séries, ou est-ce qu'on la compare à l'animé ? Est-ce qu'on la compare au manga ? Est-ce qu'on la compare aux autres adaptations ? Est-ce qu'on compare tout court ? Faut pas comparer avec le manga. Parce que ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai promis à ma fille de regarder les épisodes avec elle, et bien sûr j'avais une émission à préparer et j'avais envie de voir la suite, donc je n'ai pas respecté voilà. Donc c'est mon 3e badge. Les parents vous mentent. Voilà. Et le problème, c'est que à un moment, je me suis retrouvée avec ma tablette, avec mes épisodes, le manga ouvert sur les genoux, et j'étais là genre ah ouais, mais en fait il y a tellement plus de choses dans le manga. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Il y a tellement plus de matière que l'écran, qu'il y a certains épisodes que j'ai dû voir 2 fois parce que j'avais oublié de regarder et de prendre des notes. Ouais. Donc tout ça pour dire, c'est compliqué quoi de faire des adaptations qui est vraiment du corps et qui respectent l'esprit de la série, et qui en fait ils se sont mis beaucoup de critères quand même à respecter, et c'est pour ça je pense qu'ils ont quand même minimisé les dégâts, et ils ont essayé de maintenir le bateau à flot, si je peux me permettre, pour continuer à avancer dans le périple. Moi j'ai essayé de comparer avec des adaptations young adult, des trucs sur Shadow and Bone, mais du Made in Netflix aussi, ou Made in Amazon, La Roue du Temps, ce genre de choses. Et c'est dans les canons. Alors, c'est effectivement plus cartoon, mais c'est dans les canons de ce qui se fait quoi. Ouais, complètement. Un peu cher peut-être, mais. Moi en vrai, j'avoue, j'arrive pas trop à me je sais pas comment dire, à me préparer, à mettre en niveau de comparaison un truc de je vais comparer avec un truc moyen dans les mêmes canons, tu vois. Moi je suis désolé, mais pour moi un truc
dans la pop culture qui parle de pirates, c'est Pirates des Caraïbes. Je suis obligé de comparer à ça. Ah, j'avais la musique dans la tête tout le temps. Et je suis désolé, mais Pirates des Caraïbes, c'est quand même beaucoup mieux. Quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, il y a beaucoup plus de souffle, il y a beaucoup plus de. C'est épique, ouais. Pour le coup. C'est épique. Et pourtant, Pirates des Caraïbes, c'est pas non plus. Et pas tous. C'est pas non plus un grand cinéaste qui a fait Pirates des Caraïbes. C'est juste que. Calme-toi quand même. Non, mais je veux dire, c'est du grand spectacle bien fait. Alors effectivement, avec 10 fois plus, voire 20 fois plus de moyens, mais c'est. Enfin, je suis obligé de comparer à ça. Donc là-dessus, ça, pour moi, ça tient pas. Et après, voilà, si je dois comparer au manga, est-ce que ça coche les cases, est-ce que ça respecte l'œuvre de l'auteur? Pour moi, oui. Maintenant, en même temps, il était sur leur dos apparemment. Voilà, peut-être que je suis pas le public tout simplement, et peut-être qu'il y a un public néophyte qui va avoir envie de se mettre à One Piece à lire le manga en ayant vu la série. Donc, mais je suis, enfin voilà, t'as quand même des œuvres un peu de référence pour moi dans le genre piraterie, et ça tient pas quoi pour moi vis-à-vis de ça. Bah moi en fait le point de comparaison il est arrivé hyper rapidement. Dès la fin de l'épisode 1 il est arrivé hyper rapidement parce que je me suis dit bah c'est un drama japonais. Super les mecs, bravo, vous avez réussi à faire un drama japonais avec 100 fois plus de pognon, alors c'est vachement bien. Mais vu que j'aimais pas les dramas japonais adaptés en manga déjà, bah du coup il y a peu de chances que je marche plus là-dessus. Du coup pour moi c'est con, tu vois, j'ai repensé à Alice in Borderland qui a été produit par Netflix aussi, et je me suis dit bah voilà, super, en fait vous faites exactement ce que je reproche aux Japonais quand ils adaptent leur manga, c'est-à-dire d'être tellement respectueux du matériel que vous ne proposez rien, il n'y a pas un pet qui dépasse, et bah voilà, pour les gens qui connaissent pas c'est pratique, mais du coup pour parfois moi quand je connais les séries en question, bah c'est totalement inutile pour moi. Mais tu vois, Death Note il avait proposé totalement autre chose et ça avait été une catastrophe aussi. Et c'est ce que je trouve le plus triste, parce que Death Note, moi mine de rien, j'avais trouvé que l'idée d'adaptation était sympa, mais tu vois qu'est-ce qui n'a pas marché, c'était pas assez fidèle au manga. Et c'est ça que je le trouve dommage en fait, c'est juste ça que je trouve dommage, c'est-à-dire si tu te contentes de donner aux gens... Il y avait ça et le fait que c'était un peu grossier aussi. Bon après le film était pas il était pas génial, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant dedans. Il y avait des bonnes idées effectivement. Et l'adapter à notre monde aujourd'hui, enfin il y avait des trucs. Après Death Note en soi c'est plus pratique à adapter qu'un univers totalement fantasmagorique. Mais du coup tu vois, moi je sais pas, j'ai déjà vu des dramas de 15 000 trucs adaptés de manga au Japon, et à chaque fois je suis bah c'est bien, c'est super les gars, c'est vraiment du copier-coller. Et bah ça ne m'intéresse pas du tout, du coup je connais déjà l'histoire, je connais vos plans en fait, je les connais même vos plans. C'est surtout pour moi, c'est pas tant un problème de est-ce que c'est du copier-coller ou pas, est-ce qu'il y a une espèce de vision artistique, est-ce qu'il y a une esthétique, un truc, enfin vraiment, est-ce que tu peux créer une vision quand t'as autant de trucs, et voilà, avec ce cahier des charges quoi. Et je pense que One Piece ils se sont débrouillés avec ce qu'ils pouvaient faire. Je pense qu'ils pouvaient en vrai pas faire mieux que ça, parce que honnêtement je suis pas sûr qu'on pouvait faire beaucoup mieux. Moi j'ai du mal à voir comment One Piece et Dieu sait si j'adore One Piece, mais c'est pour moi déjà adapter One Piece en live c'est une mauvaise idée, tu vois, c'est impossible, enfin cet univers ne peut pas exister en live. Il est fait pour le médium dans lequel il est, c'est un truc complètement parc d'attractions, mais en manga ça fonctionne, enfin, et là je trouve que avec le cahier des charges qu'ils avaient, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Et ça donne un truc, voilà, passé à la moulinette Netflix, donc très très lisse, très lambda, très, enfin, d'un point de vue artistique, très lambda. Après, c'est de la consommation que les gens consomment, et puis si ça leur donne envie de lire un One Piece, ils au moins ils découvriront un super manga derrière. C'est ça. Donc, voilà, je pense que ça va quand même amener beaucoup de gens à s'intéresser, comme tu disais tout à l'heure, à l'univers, à vouloir trouver des réponses qui se posent sur certains personnages, sur certains enchaînements, ce qu'on n'a pas forcément parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, mine de rien. Et puis non, moi j'ai toujours trouvé que l'adaptation en animé était aussi plutôt réussie. Après, l'animé a ses défauts et ils ont voulu faire comme Luffy, étirer certaines intrigues, certains arcs, et c'est ce qui arrive, mais voilà, ils ont compressé, tu vois. Voilà, pour le coup il s'est retrouvé en mode baggy, mini baggy, tu sais. Vous pensez que ça va être un game changer pour ces adaptations improbables, que du coup derrière on peut avoir JoJo's Bizarre Adventure et le truc c'est qu'il y a déjà quelqu'un en route,
pendant qu'on est en train d'enregistrer, là il y a quelqu'un qui est en chemin, il y a Yu Yu Hakusho by Netflix qui arrive et qui techniquement est plus facile à adapter que One Piece pour moi, tu vois. Ouais, mais il y aura moins de moyens, donc ça va être. Il y aura moins de moyens parce que c'est la team Alice in Borderland justement qui a voilà. Aïe, tu viens de lui casser coup, ses rêves là. Non mais bon, après je croyais pas en Yu Yu Hakusho comme je croyais pas en One Piece, mais effectivement il y a quand même cette notion du game changer, comme je l'ai dit précédemment, moi elle m'inquiète plus qu'autre chose. Si c'est pour rattraper les Japonais au niveau des dramas, moi ça m'intéresse pas du tout en fait. Mais après, d'un point de vue d'un producteur, effectivement, ça doit pouvoir être très rentable. T'as le scénario qui est écrit longtemps à l'avance. Tu te bases sur une licence qui est connue, donc forcément les gens vont être curieux, même ceux qui ne connaissent pas vont être curieux, dans le cas de One Piece en tout cas. Donc moi ça a plus tendance à m'inquiéter si c'est un game changer. Après la prod a déjà annoncé que la saison 2 était écrite, ou en tout cas grandement sur papier. Ah oui, en même temps Oda, elle est déjà dans tous les mangas. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis Oda est assez content et il avait déclaré là dans le New York Times: heureusement Netflix a accepté de ne pas sortir la série jusqu'à ce que je reconnaisse que c'était satisfaisant. Mais rien que cette phrase, elle est inquiétante de fou. J'ai lu les scripts, donné des notes et agi comme garde-fou pour m'assurer que le matériel était adapté de la bonne manière. 2 fois plus inquiétant. Et il a d'ailleurs demandé plusieurs reshoots, ce qui peut expliquer une partie du coup de la série également. Ah mais ça pue là quand même. Le mec leur a dit non, et c'est lui qui a fini par lâcher l'affaire. Ils lui ont dit bah attends, il y a beaucoup de millions là en route, et il a fait bon ok c'est bon, allez-y maintenant. Après je trouve que au final l'essence de One Piece elle est là, c'est épique, on ressent quand même l'esprit des personnages, on ressent l'esprit de One Piece. Il y a plein de problèmes mais on ressent ce qu'on peut ressentir sur une partie du manga. C'est plus agréable de lire le manga, je suis d'accord, mais on ressent certaines choses. C'est beaucoup moins drôle. Enfin moi je me suis beaucoup moins amusé à regarder la série, mais j'ai l'essence de One Piece, j'ai quand même l'aventure, j'ai quand même un petit quelque chose. Et ça, du coup, ça fait quand même une énorme pub très très chère pour le manga, quoi. Oui, c'est clair. Tu sais, je l'ai souvent répété dans ce podcast que pour moi, dans les shonen, dans les neketsu en tout cas, ce qui était important, évidemment, il y avait les scènes de baston, mais les scènes les plus marquantes, c'est les scènes dramatiques, les scènes de tristesse. Et là, pour le coup, One Piece, c'est le numéro 1 là-dessus. Un arc, un flashback, t'es censé chialer à chaque chapitre. Ah, tu chiales. Et tu vois, même étant totalement détaché de cette série complètement, vraiment en la regardant, je trouvais que, comme tu disais, les charges émotionnelles fonctionnaient. Alors, est-ce qu'elle fonctionnait parce que je connais les histoires et je connais les persos et du coup, je me raccroche beaucoup à ce que je connais? Peut-être. Mais en tout cas, il y a plein de moments où... Et c'était assez bizarre pour moi parce que tout ce que je voyais ne me plaisait pas. Mais en même temps, émotionnellement, je l'étais pris. J'ai pas eu les larmes aux yeux non plus, tu vois, mais il y avait des moments où j'étais là, sur l'arc de Sanji, quand il dit au revoir. J'étais pris quand même. Et ça, pour le coup, je peux critiquer tout ce que vous voulez sur l'aspect physique, la réalisation, les gros plans non-stop, là, on dirait qu'ils ont qu'une seule valeur de plan, qu'ils veulent pas en faire une autre. Sur tous les aspects techniques, j'ai 15 000 trucs à dire, mais c'est une œuvre qui a réussi à me choper du côté émotionnel. Et ça, c'est pas donné quand même. C'est quand même bien compliqué de me prendre surtout sur une série que je connais, que je viens de relire en plus. Et je me suis dit, là, je peux ressentir que les mecs, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Et que je leur en veux pas, en fait. Je leur en veux pas, ça se voit. C'est des fans, il n'y a pas de souci. Ils se sont mis dedans, ils se sont mis avec les meilleures intentions du monde. Et comme disait Robin, est-ce qu'ils pouvaient faire vraiment mieux? Non, je suis pas sûr. Mais là, au moins, je peux me dire que ça a été traité sérieusement, tu vois. Et c'est peut-être en ça que c'est un game changer, c'est que pour une fois ça a été traité sérieusement, parce que rappelle-toi du Senseiya, ça n'a pas été traité suffisamment sérieusement. Pas très sérieusement. Tu vois, les choix qui ont été faits, qui sont des choix contraints, j'imagine pour la plupart du temps, et ben c'était des choix qui n'étaient pas positifs pour le film, quoi. Oui, après là c'est une série TV, ce qui sera toujours une meilleure idée quand tu veux adapter un shonen en tout cas ou un neketsu, si c'est vraiment quelque chose de long, effectivement. Il vaut mieux le faire en série, mais à la base comme les Marvel, ça aurait été mieux de les faire en série TV qu'en film, mais bon. Même si là ils en reviennent aussi, puisque du coup. Eux aussi maintenant. C'est compliqué pour tout le monde, ma bonne dame. Hein. Ouais, mais enfin, bon. Je reviens sur l'expression, est-ce que c'est un game changer? Si tu compares à une époque où par exemple il y a eu Akira qui est sorti en manga et il y a eu un jour le film Akira qui est sorti, c'était vraiment un game changer de c'est quoi un long métrage d'animation, genre le mec a posé des bases et tout, enfin, c'est une œuvre marquante de ouf, le film Akira. Est-ce que One Piece
c'est à la hauteur de ça, tu vois, genre vraiment, est-ce qu'on peut vraiment se dire One Piece c'est un game changer au niveau de ce que Akira a pu être pour l'animation japonaise, tu vois, et là pour moi il manque ce que Akira a. Alors effectivement on n'est pas du tout sur des offres qui sont sur le même registre, etc., mais il n'y a pas la vision artistique, il n'y a aucune vision artistique dans la série live One Piece. Il y a une vision commerciale, il y a une vision commerciale, il y a une vision respectueuse de l'œuvre, ça j'en conviens complètement, et je vais encore une fois pas du tout reprocher aux créateurs de cette série de ne pas respecter l'œuvre, mais par contre il n'y a aucune vision artistique. Mais est-ce que pour que ce soit un game changer, il faut pas que ça soit plus court et donc soit une très courte série, 4-5 épisodes, ou est-ce que il faut pas que ça soit un long métrage pour justement pouvoir proposer de manière raisonnable dans des coûts raisonnables et ainsi de suite une vision artistique. De toute façon, c'est souvent le temps qui définit qu'est-ce qui a été un game changer ou pas. Mais effectivement, là, à l'instant T, j'ai entendu personne qui a été chamboulé par One Piece, sauf des forceurs sur les réseaux sociaux, disant que c'est la meilleure série du monde. Parce que moi, je suis complètement d'accord avec Robin. D'un point de vue réalisation, c'est zéro, c'est niet, il y a rien, y a rien à faire. Les dialogues, pour la plupart, c'est mot pour mot ceux du manga, donc je vais pas dire que c'est. Kuina n'a pas dit ça. Oui, non, mais t'as raison en plus. T'as grave oui, mais raison. c'est gnangnan comme un shonen, mais c'est du coup comme un shonen, effectivement. passe, mais la série, d'un point de vue artistique, n'apporte rien. Et de toute façon, je pense qu'il y a pas la place sur un truc comme One Piece où la vision d'Oda est tellement universelle, on va dire, sur tout son monde qu'il a, que en fait ta vision d'auteur, on s'en fout. Il y en a pas besoin. Elle va nous ralentir de toute façon. Et il y a pas la place, tu vois. Et quand bien même, il y a des chances que Oda ait refusé aussi par rapport à la phrase que je vous donnais tout à l'heure. Ça se trouve, les reshoots qu'il a demandé, c'était des visions radicalement différentes ou qui ne ressemblaient pas à One Piece. Enfin, soit c'était des trucs nazes, possible aussi, et c'est peut-être des soit trucs c'était des propositions, soit justement les trucs qui ont été retournés, c'est des trucs qu'on a nous-mêmes trouvé nuls aussi. Enfin bref, on n'a aucune idée de ce que sont ces scènes retournées, on ne le saura jamais en plus. Mais c'est vrai que Game Changer, je le vois pas comme ça. Après effectivement, c'est le temps qui parle, et t'as énormément de films qui n'ont pas fonctionné à la sortie parce que les gens n'ont pas compris, n'ont pas bien compris, et qui sont devenus cultes. On en comme a Pitch Perfect. Plein. Oui, je pensais plus à Fight Club, mais Pitch Perfect, oui, et c'est 3 suites. 2 j'en ai vu qu'un. Pourquoi j'ai dit ça? Mais du coup, attendons de voir dans le futur. Il y a quand même des jeunes qui vont grandir avec ça, qui vont grandir avec cette série, donc ça va changer quelque chose. Game Changer, pour moi, c'est quand même plus historique qu'une adaptation faiblarde d'un drama japonais. Mais voyons, je mets pas toutes mes pièces, je fais pas all-in, tu vois. Peut-être que ça va vraiment changer les choses, mais peut-être pas pour les meilleures raisons. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot sur cette série One Piece? Je pense qu'on a fait le tour, on a suffisamment... Ouais. Après, moi, j'ai trouvé que c'était divertissant. Moi, j'ai pleuré, pour la mort de Belle-Mère. Je suis désolée, j'ai spoilé. Belle-Mère. Oui. D'ailleurs, Belle-Mère aussi, ils ont changé ce petit truc qui n'est rien, tu vois, qui n'est absolument rien. Mais le fait qu'elle donne l'argent dans le manga, elle donne l'argent et elle dit ça c'est pour mes 2 filles. Direct. Oui. Alors que là, ils ont fait un petit Trafalgar de elle a essayé de cacher les filles ou pas. Et là, mais elle est tellement plus stylée dans le manga du coup parce qu'elle est full déter. Il est pas là le Trafalgar. Oui, on le verra après, saison 3. Moi, j'ai un petit dernier truc, on va dire, à ajouter sur les combats. Où encore une fois, je reviens sur ce truc. Les combats, en fait, je les ai trouvés. Tout ce qui était réaliste, je trouvais que ça fonctionnait. Et dès que ça commençait à partir sur des câbles, j'étais là, mais faites pas ça, ne faites pas ça, ça ne marche pas. Parce que même Luffy, je trouve que dans sa manière de se déplacer, ça fonctionnait vachement bien, tu vois. Il bouge dans tous les sens, il saute, il fait des saltos et tout. Et après, dès qu'il a le bras qui part en élastique, le timing est pas bon, ça s'arrête d'un coup, l'action s'arrête. Il doit annoncer son coup, c'est long, ça marche pas. Et il oublie souvent qu'il a un corps élastique. Oui. C'est aussi bête que ça, et mais parfois, on peut pas lui en vouloir non plus. Il oublie même qu'il a une super force. Alors quand il rentre dans la base de la marine, il galère à soulever la grille, et je suis là, non mec, tu galères pas du tout normalement. Mais c'était encore ce truc, tu vois, les combats de Zoro, les combats de Sanji, enfin du père de Sanji a priori. Je me suis dit, toutes ces parties là, elles sont à peu près crédibles, ça marche, et on a des très bons artistes martiaux à l'heure actuelle, donc ça marche. Mais après, dès qu'ils sautent sur les murs et tout, il y a des câbles, ça se voit, c'est pas... Et c'est voilà la présomption d'incrédulité où là ça y est, là j'y suis plus là. La semaine prochaine, nous allons parler de manga.
Ah, bien. Parce que c'est quand même un peu le cœur de cette émission. On retrouve sur nos pénates. On fera un petit point sur toutes les nouveautés, les mangas de cette rentrée 2023. Donc on se retrouve mardi prochain pour cette nouvelle émission. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous attend évidemment pour débattre sur tout ce qu'on a pu dire sur One Piece et cette série live. N'hésitez pas des fois à mettre le timing à peu près quand vous réagissez. Parce que des fois vous réagissez à des trucs, mais pour nous ça dure 1 heure. Et souvent ça a été enregistré il y a longtemps avant. Donc du coup n'hésitez pas à nous dire exactement à quel moment on a dit quelle chose, si vous avez le temps bien sûr, vous voulez qu'on rebondisse dessus, c'est encore plus pratique. Merci de nous avoir écoutés. Bonne rentrée à vous. Là normalement elle est déjà passée parce que nous on arrive un petit peu en retard. Bonne nouvelle saison à nous. Et bonne nouvelle saison de cette 5e de couve avec vous. Ciao, salut, à la semaine prochaine. Allez, salut. Salut. Salut.